Merci. Restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. L'Institut de Pasteur de Dakar accueille un atelier régional consacré au diagnostic du virus Ebola et du hantavirus. De spécialistes et techniciens de laboratoire venus des pays de la CEDEAO renforcent leur capacité. C'est pour améliorer la détection précoce de ces maladies à potentiel épidémique. 2 blessés et une forte somme d'argent porté le bilan d'un violent cambriolage à Diamniadio. Une quinzaine d'assaillants ont enlevé le gérant puis cambriolé un point de transfert d'argent après avoir échangé des coups de feu avec les gendarmes. C'est à Diamniadio. Après l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal, de nombreux supporters peinent encore à digérer donc cette défaite, notamment face à la Belgique. Au-delà des insuffisances observées sur le plan de jeu, une vive polémique entoure désormais la gestion de l'équipe nationale. Plusieurs citoyens dénoncent le comportement de certains responsables de la fédération, d'autres réclament leur limogeage. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans du point. Bonsoir et bienvenue. L'Institut Pasteur de Dakar accueille un atelier régional consacré au diagnostic du virus Ebola et du hantavirus. Pendant plusieurs jours, des spécialistes et des techniciens de laboratoire venus des pays de la CEDEAO renforcent leurs capacités. C'est pour améliorer la détection précoce de ces maladies à potentiel épidémique, une initiative qui vise à mieux préparer les systèmes de santé à une éventuelle riposte. Compte rendu signé Elisabeth Grastine, c'est demandé. Il s'agit de renforcer les capacités du personnel des laboratoires de référence des pays de la CEDEAO en matière de diagnostic du virus Ebola et du hantavirus. Donc, un renforcement des capacités pour pouvoir détecter les cas de virus Ebola pour la souche Bundibugyo qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les laboratoires constituent un des piliers faibles dans beaucoup de pays. On l'a vu avec différentes évaluations. Il est important pour les pays de se préparer. Les participants vont repartir non seulement avec donc, ces compétences de diagnostic, mais aussi avec des kits qui leur permettent tout de suite d'être opérationnels dans leurs différents pays. Même si le virus Ebola est actuellement détecté en République démocratique du Congo, les pays de la sous-région doivent se préparer à une éventuelle riposte. Pour ce qui est de l'épidémie virus hantavirus, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de cette épidémie. Pour ce qui concerne l'épidémie actuelle, donc à virus Ebola Bundibugyo, c'est en pleine expansion au Congo en ce moment. Donc le risque de transmission au niveau des frontières est important parce qu'aujourd'hui on se rapproche du Soudan du Sud, de la République centrafricaine. Il est important donc que tous les pays continuent à travailler pour renforcer la réponse au niveau de la République démocratique du Congo. Les échanges vont permettre de renforcer les capacités des laboratoires aux yeux de l'Organisation mondiale de la santé et auront un impact positif dans l'ensemble des pays représentés. En termes d'impact, c'est avoir des experts qui puissent d'abord détecter, mais aussi qui puissent avoir un transfert de connaissances à l'intérieur des pays. Parce que les ressources humaines, en termes de réponse aux épidémies, constituent un des atouts essentiels. Donc, il est important que ceux qui ont participé à cette formation puissent renforcer la capacité de leur laboratoire respectif, mais aussi transmettre ces connaissances-là au sein des pays. Au-delà de la formation, les participants ont également bénéficié d'équipements destinés au diagnostic afin d'améliorer les capacités de détection et de réponse face à ces maladies à potentiel épidémique. Les députés de l'opposition dénoncent le comportement des députés de la majorité. Alors, dans l'examen de la proposition de loi portant réforme constitutionnelle, ils dénoncent également l'expulsion d'Abdoumbou de l'hémicycle. Les députés de l'opposition comptent désormais faire face. Selon ce qui se passe à l'Assemblée nationale est inacceptable. Cette Talsal, députée ou présidente du groupe parlementaire Takuwa du Sénégal, est ici au micro de Balançon. Venu un incident, pire que ça, une altercation entre le président
de l'Assemblée nationale et notre collègue Abdou Mbow. Abdou Mbow qui a été violenté, mais pire que ça, dont le droit à la parole a été arraché par M. Ousmane Sonko. Tout le monde sait, ils y reviendront tout à l'heure, qu'au terme de notre règlement intérieur, qui, je le rappelle, est une loi organique, tout député a la possibilité, avant que le débat de fond ne soit engagé, de demander la parole par rappel au règlement pour introduire une question préalable. C'est ce que Abdou Mbow a fait. Et cette question préalable doit suivre une procédure qui elle-même est réglementée par le règlement intérieur. Cette procédure indique que, une fois que le député a posé les termes de sa question préalable, qu'il soit donné la parole au président de la commission, ce qui a été fait, à l'auteur de la proposition, ce qui a été fait, au rapporteur de la commission, ce qui a été fait, et à la suite de ces trois, que encore l'auteur de la question revienne, s'il le souhaite, d'ailleurs 2 fois, s'il le souhaite, pour prendre la parole. Je voudrais, à cet instant précis, saluer l'esprit de solidarité de tous les députés de l'opposition. À l'unanimité, nous de notre groupe presque normal, mais ceux des non-inscrits qui sont ici avec moi, avec nous, et dont certains sont absents, à l'unanimité ont quitté l'hémicycle tellement ils ont jugé l'attitude du président inadmissible et inacceptable. Je le disais en titre, à Diamniadio, 2 blessés et une forte somme d'argent ont été emportés. Bilan d'un violent cambriolage. Une quinzaine d'assaillants ont d'abord enlevé le gérant, puis cambriolé un point de transfert d'argent après avoir échangé des coups de feu avec les gendarmes. Une scène digne d'un film hollywoodien. Bagarsek. L'insécurité a atteint son paroxysme dans la commune de Diamniadio avec le kidnapping d'un gérant d'un point de transfert d'argent et de son épouse, suivi d'un cambriolage par une quinzaine de malfaiteurs. C'est vers les coups de 3h56 que j'ai reçu l'appel de notre grand frère qui m'a dit qu'il y a des bandits qui sont entrés dans la maison. Quand je suis sorti, on m'a dit qu'ils ont enlevé notre frère, l'entrepreneur Abbasso et son épouse. Ils nous ont envoyé des coups de feu. Quand ils nous ont envoyé des coups de feu, notre frère m'a averti, du coup j'ai pris le recul, j'ai fait marche arrière avec mon véhicule de 15 à 20 mètres. Ensuite, j'ai encore accéléré pour avancer, les gendarmes avec. Ensuite, il y a eu un échange de coups de feu et les assaillants sont partis. 2 blessés et une importante somme d'argent emportée sont à déplorer. Bon, le frère, il a été blessé parce que lui et son épouse avaient été kidnappés dans leur chambre, premier étage de leur maison. Ils les ont ressortis, ils ont mis dans leur véhicule pour les amener dans leur point. Ils l'ont bastonné. Ils ont bastonné aussi un autre frère. Actuellement, ils sont à une clinique au niveau de Diamniadio. Au niveau de la maison, il y a un sac qui contenait de l'argent qui a été récupéré par les assaillants. Ils sont partis avec. Et c'est une importante somme d'argent. Un appel pressant a été lancé aux autorités pour renforcer la sécurité à Diamniadio. Nous lançons un appel au commandant de la gendarmerie pour qu'il règle l'insécurité à Diamniadio. Parce que ça commence à être flippant. Les populations sont apeurées, tout le monde est dans ses nerfs. Toute la population de Diamniadio voit tous les jours des meurtres, des agressions, des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Donc il est temps que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités et la gendarmerie, la police a l'obligation de défendre les populations. Malgré les efforts de la gendarmerie, la délinquance s'installe à Diamniadio, augmentant ainsi l'insécurité dans cette commune carrefour qui abrite aussi le pôle urbain. C'est qu'après donc Diamniadio, nous allons parler bien sûr de cet événement que le Sénégal va accueillir. Il s'agit bien sûr du Forum africain de l'économie sociale et solidaire.
Ce sera du 7 au 9 juillet prochain. Rendez-vous continental qui consacre le leadership du pays dans la promotion de l'économie sociale et solidaire, désormais reconnu comme étant levier majeur de développement des territoires et d'inclusion économique. En prélude de cette rencontre, le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Dr Aliou Ndione, a d'ailleurs présenté les grandes lignes de l'événement. Compte rendu signé d'Aureba et Moussa Dia. Le choix porté sur le Sénégal pour abriter ce forum continental n'est pas fortuit. Depuis plusieurs années, le pays s'affirme comme un acteur de référence en matière d'économie sociale et solidaire, selon le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Depuis plusieurs années, le Sénégal s'est affirmé comme l'un des principaux défenseurs de l'économie sociale et solidaire en Afrique et dans le monde. Notre pays a joué un rôle majeur dans le plaidoyer international. Le Sénégal entend pleinement assumer son rôle de pays fédérateur et porter une vision africaine fondée sur la coopération, l'inclusion et le développement durable. Notre pays n'a pas seulement accepté d'accueillir le FORAES. Il a choisi d'assumer pleinement son rôle de facilitateur, de rassembleur et de promoteur d'une vision africaine de l'économie fondée sur la solidarité, la coopération et l'inclusion. Pour le ministre, le thème retenu pour cette édition traduit toute l'importance de l'économie sociale et solidaire comme levier de transformation économique, de création d'emplois et de développement des territoires à l'échelle du continent. Le thème retenu pour cette édition, l'économie sociale et solidaire, moteur de transition, d'inclusion et de convergence en Afrique, résonne particulièrement comme une réponse adéquate face aux défis auxquels notre continent est confronté. Le Forum africain de l'économie sociale et solidaire se tiendra à Dakar du 7 au 9 juillet. Il réunira des décideurs, des experts, des chercheurs, des entrepreneurs sociaux ainsi que des partenaires au développement, avec pour ambition de renforcer la coopération africaine autour d'une économie plus inclusive et solidaire. À Guinguinéo, le maire de la commune de Nguelou lance un cri du cœur à l'endroit des autorités. Selon lui, le taux d'électrification dans le département est estimé à 50%. Mais également, cela s'ajoute donc le déficit des bâtiments administratifs et l'étagère du chemin de fer. L'édile donc de la commune de Nguelou, responsable également de la coalition au pouvoir, dressant un diagnostic sans complaisance, appelle à une discrimination positive pour désenclaver son département. Sekou Diallo Astumbaye. À l'occasion de la célébration de la journée dédiée aux femmes par le mouvement Dame la Solution, le maire de Nguelou et superviseur de la coalition Diomaye Président, Dame Diop, a profité de cette tribune pour dresser un tableau complet des chantiers socio-économiques de sa localité. Au cœur de sa vision, l'émancipation économique de la gente féminine comme moteur de développement local. Les valeurs qu'incarnent les femmes et toute la potentialité qu'ont les femmes, si on les pousse à être autonomes, ça permet de booster le développement au niveau local mais au niveau national. Au-delà de l'indépendance financière des femmes, le maire pointe du doigt un déficit structurel flagrant. Pour lui, le département de Guinguinéo souffre d'un manque criant d'infrastructures administratives dignes de ce nom, ce qui nécessite des mesures d'urgence de la part des autorités. Parce que si vous voyez bien actuellement le département de Guinguinéo, même au point de vue administratif, on n'a que des bâtiments conventionnels. On doit construire beaucoup de bâtiments administratifs pour permettre au département d'être à un niveau beaucoup plus élevé. La zone sylvopastorale, on doit les accompagner sur l'agriculture, l'élevage et tout ce qui tourne autour. Cet essor économique reste cependant freiné par des chantiers techniques majeurs, notamment le désenclavement et l'accès à l'énergie dans un département où le taux d'électrification peine encore
à franchir la barre de la moyenne nationale. Le département a une électrification toujours inférieure à 50%. Il va falloir aller beaucoup plus loin que cela. Mais aussi les pistes, il faut les multiplier. Et surtout les pistes départementales qu'on doit transformer en route. Pour parfaire cette connectivité, Dame Diop jette un regard nostalgique, mais résolument tourné vers l'avenir sur le passé ferroviaire de Guinguinéo. Il appelle à une véritable reconnaissance des rails comme levier de transport régional. Le chemin de fer, il faut le régler. Entre modernisation de l'administration, autonomisation des femmes et désenclavement routier et ferroviaire, le maire de Nguilou pose ainsi les jalons d'un plaidoyer fort pour l'émergence de Guinguinéo. Parlons de la politique élection locale de 2027. Thierno Kébé, président du mouvement Natal Segar, coordinateur communal de la coalition Diomaye président, a donc annoncé officiellement sa candidature. Thierno Kébé qui compte donc briguer le suffrage de ses concitoyens. Il estime qu'il fera de la santé, du désenclavement l'une de ses priorités et s'il est donc élu maire de sa commune. Thierno Kébé, président donc du mouvement Natal Segar, coordinateur de la coalition Diomaye président de la commune bien sûr de Ndiédiène, est ici au micro de Sékou Diallo d'Astoumaï. La population de Ndiédiène compte 58 villages. Il y a 15 postes de santé dans la commune de Ndiédiène. Nous, en tant qu'acteurs de développement, nous sommes prêts pour au moins respecter les normes de l'OMS. 5 000 à 10 000 habitants pour un poste de santé pour que au moins les personnes de la population puissent partir, se consulter, se traiter. C'est un peu difficile aujourd'hui. Si en une indigence, en pleine nuit, une personne qui peut quitter de Mouraï Séréer à Ndiédiène, ça sera difficile vraiment de partir pour se consulter. Mouraï a la capacité à une population d'abriter un poste de santé. En plus de ça, nous savons nous tous, notre vieille doléance au niveau de la commune de Ndiédiène, c'est la tronçon Ndiédiène, Lamram, Ndiédiène, que c'est une vieille doléance. Nous demandons au président de la République de faire son mieux pour vraiment aider cette population, pour délocaliser cette population qui est un peu difficile. En plus de ça, par rapport à l'éducation, nous le savons, il n'y a pas assez de collèges ni de lycées. Nous sommes prêts pour accompagner la population par rapport à ça. Au niveau des femmes, nous savons, les femmes sont engagées. Il y a beaucoup de groupements structurés, mini de récipités. Nous sommes prêts pour les accompagner parce que les femmes sont un peu vulnérables. Nous sommes prêts pour les accompagner par rapport à ça. En plus, par rapport aux étudiants, nous savons, nous tous, au niveau de Ndiédiène, moi personnel, en tant que politicien, en tant que leader de développement, j'ai fait le tour de toutes les universités du Sénégal pour évaluer, voir nos étudiants. Mais il y a des excellents étudiants. Pourquoi pas nous, demain, d'octroyer à nos étudiants des bourses pour qu'on puisse partir à l'étranger pour étudier, pour qu'au moins Ndiédiène avoir plus de cadres. Le pouvoir spirituel doit être au cœur de la pacification du monde et le raffermissement des liens communautaires. Donc reste la mission première des hommes de foi. Une déclaration de Cheikh Baba Diallo, guide spirituel à Medina Baye Kaba Toki, donc guide religieux, organisé le Gamou annuel de sa localité. Selon lui, le temporel doit s'allier avec le pouvoir spirituel. Je propose de l'écouter. Il est au micro également de Sékou Diallo d'Astoumaï. L'esprit universel de l'islam est un levier fort pour le rapprochement entre les cultures et les nations. En tant qu'Algérien, Français, Guinéen, Malien, Burkinabé, Ivoirien, cette diversité boobu l'essence commune bi nga xam ne mooy l'islam loolu mooy andi approchement de ces peuples. Mais en ce moment on se voyait pas en tant qu'Algérien, on se voyait pas en tant que Guinéen, on se voyait pas en tant qu'Indonésien, mais on va se voir en tant que musulman. Et quand on dit la diplomatie religieuse désigne l'utilisation des valeurs spirituelles, des institutions religieuses et du dialogue interreligieux comme des moyens de rapprochement entre les peuples et les États. Elle vise à renforcer la coopération, promouvoir la paix et prévenir l'extrémisme. Cette forme de diplomatie s'appuie sur l'influence culturelle et morale des acteurs religieux pour favoriser la stabilité et le vivre ensemble. Elle constitue aujourd'hui un important instrument d'influence et de médiation dans les relations internationales.
Et puis, parlons tout à fait d'autre chose. L'élimination de l'équipe nationale du Sénégal, elle passe mal chez les supporters de l'équipe nationale du Sénégal. D'aucuns estiment que Pape Bouna Diaw n'a plus rien à faire à la tête de la sélection. D'autres sont allés plus loin. L'équipe de la fédération doit tout bonnement être dissoute. Il faut repartir, selon eux, sur de nouvelles bases. Daoudeba Kadjirjam. Difficile pour certains citoyens de se remettre de l'élimination des Lions face à la Belgique. Mais au-delà de ce revers sportif, c'est désormais la gestion de l'équipe nationale qui alimente les débats. Pour moi, les problèmes ont commencé avec la dissolution du gouvernement, intervenue quelques jours avant le début du mondial, notamment avec le changement du ministre des Sports. Cette décision a fragilisé la gestion de l'équipe nationale. Si nous voulons retrouver le chemin de la réussite, nous devons avant tout rester unis. Face à cette situation, certains citoyens réclament un diagnostic de la gestion de l'équipe nationale. Ils demandent également que des sanctions soient prises à l'encontre de tous les responsables de ces manquements. Il faut que la lumière soit faite sur cette situation et que des sanctions soient prises à l'encontre de toutes les personnes reconnues responsables. D'autres vont plus loin. Ils estiment qu'une refonte de la fédération s'impose afin de mettre en place une nouvelle structure capable d'assurer sereinement la gestion de la tanière. Pour moi, cette fédération doit être dissoute. C'est la solution. Il faut mettre en place une nouvelle structure, beaucoup plus organisée et capable d'assurer une meilleure gestion de la tanière. Entre frustration, révélation sur le fonctionnement interne de l'équipe et polémique autour des conditions de préparation et de restauration des Lions, les interrogations se multiplient. Pour de nombreux observateurs, un diagnostic clair s'impose afin de situer les responsabilités et d'en tirer toutes les conséquences. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.